Vous savez que l'anesthésie est d'essence divine, créée juste entre Adam et Ève, puisque Adam a été plongé dans un profond sommeil et c'est à partir de là qu'ont commencé les ennuis que vous connaissez. Alors, c'est pas que je sois tombé dans le mysticisme, hein, c'est la réponse qu'a donnée un obstétricien et chirurgien écossais dès 1847, parce qu'il y avait des objections théologiques comme quoi il fallait notamment que les femmes accouchent dans la douleur, puisque c'était écrit. Donc c'est pratiquement quelques mois après la naissance de l'anesthésie que cet argumentaire est arrivé. Et les premiers ennuis n'ont pas tardé. Premier décès en Angleterre avec l'éther l'année d'après, en 1948. En France, avec le chloroforme, également en 1948. On voit au passage d'ailleurs qu'on a immédiatement réclamé une autopsie. Et donc anesthésie, décès et justice sont bien nés pratiquement en même temps. Au passage, d'ailleurs, au moment de cette naissance, la science, qui était représentée par notamment Flourens à l'Académie des sciences, s'est violemment opposée à cette technique. Et au passage, j'ai encore un appel au peuple. Je n'ai pas trouvé la lettre de Flourens en 1850 que je cite là. Je l'ai retrouvée que dans l'ouvrage de Adorno. Alors au passage, on voit qu'il avait bien quand même prédit ce qu'allait se passer, à savoir que les chirurgiens allaient s'enhardir pour entreprendre des interventions de plus en plus compliquées et difficiles. Lui trouvait que c'était un argument pour ne pas faire d'anesthésie, c'est une autre histoire. C'est qu'il ne faut pas oublier que l'anesthésie, effectivement, est fille de la science. Mais son père était un battleur des forains, et je pense qu'il en reste un petit peu quelque chose. La science n'est pas seule à avoir poussé l'anesthésie. On voit que vous avez tous appris ça au début. L'utilisation du Pentotal à Pearl Harbor a fait plus de morts dans l'armée américaine que l'aviation japonaise. Guy Wurtz se plaisait à dire ça. Alors on sait depuis que c'est largement exagéré. Pour autant, Frédéric Servan nous a bien rappelé que le Pentotal a été largement utilisé, il y en a encore un peu. Pareil pour les curares, la mortalité multipliée par 6 dans le groupe des patients qui l'avaient reçu, le travail de Beecher en 1954. Bon, on continue à utiliser les curares. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'ils aient l'AMM après des études pareilles, mais on a appris à intuber, ventiler avec ça. Et plus près de nous, j'ai le souvenir de Jeanne Sébacher qui nous disait qu'au début, quand on parlait de péridurale obstétricale, tout le monde y était opposé, à part quelques-uns dont elle qui était une militante, parce qu'on ne parlait que des paraplégies. Et pourtant, on a progressé en dépit de ces oppositions. Donc, vous voyez, en propos préliminaires, on voit que la question de la sécurité, l'histoire de la sécurité en anesthésie, c'est l'histoire de l'anesthésie, hein, c'est indissociable. Et ce sur quoi je voudrais insister un tout petit peu, c'est que la science n'est pas le seul moteur, c'est moi qui le dis, alors que, s'il n'y a pas les datas, je ne suis pas content. Mais on va voir que le contexte est quelque chose qui est beaucoup intervenu dans l'évolution de la sécurité et comment on a pu faire passer des concepts acquis d'un point de vue scientifique dans la pratique, car le passage de la théorie à la pratique prend parfois des chemins qui sont ceux notamment de la communication et de la politique. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet de ces étapes de la sécurité anesthésique en citant quand même Paul Valéry, c'est-à-dire que si je veux être compréhensible, je vais essayer d'être simple, et ce qui fait que ce sera faux. Grandes étapes, juste
nous n'avons pas tout inventé à partir des années 70, nous les survivants de la méthode. D'autres étaient là avant, et dès l'après-guerre, on voit par exemple la création du laboratoire expérimental de physique à l'assistance publique par Maurice Carra, avec tout ce travail sur les appareils, et notamment les appareils d'anesthésie, qui ont comporté leur part de sécurité. Mais évidemment, compte tenu de notre cadre aujourd'hui, je vais m'axer plutôt sur les années 70 et 90. Aux États-Unis, pression financière. Alors on n'aime pas beaucoup ça chez nous, notamment aux urgences, mais il est indéniable que c'est la pression exercée par les assurances qui ont fait qu'elles se sont rapprochées de la Société américaine d'anesthésie, que est né à ce moment-là ce qu'on appelle l'ASAC, Closed Claim Analysis, c'est-à-dire l'analyse des dossiers clos de réclamation, et ça a permis d'objectiver les principaux problèmes. À partir de là, ont pu être rédigés des guidelines. En France, j'ai le souvenir qu'on disait oui, si on nous donne du matériel, eh bien, ça coûtera moins cher que les indemnisations. J'ai fait le travail, c'était totalement faux. Et finalement, c'est les pressions médiatico-politiques qui ont permis de franchir les étapes. Donc je vais venir sur le concept, le contexte. Dans ces années 70, premier élément, l'affaire Farsa. C'est quoi? Un jeune homme qui décède après une amygdalectomie non surveillée au réveil, comme c'était le cas assez souvent, sans que ça dérange trop apparemment, sauf que ses parents étaient des hauts fonctionnaires, et notamment au ministère de la Santé. Grand épisode de procès, d'abord relax des médecins, appel, 2 fois en cassation. Finalement, l'anesthésiste et le chirurgien vont être condamnés et l'affaire juridique se termine 23 ans plus tard par la condamnation de la France par la Cour européenne pour lenteur dans les procès. De notre côté, qu'est-ce qui s'est passé? Une enquête pour savoir si la France était mal placée du point de vue de la sécurité. Elle a été réalisée entre 1978 et 1982. François Hatton pour l'unité SC8 de l'INSERM et Guy Vourche pour la partie anesthésique, avec des résultats publiés en 1983 que vous connaissez, c'est-à-dire un taux de décès qui était de l'ordre de 1 pour 10 000, comparable à celui des pays équivalents du point de vue socio-économique, mais avec des caractéristiques, un sous-équipement matériel total, il y avait une salle sur 2 qui n'avait pas d'électrocardiogramme, hein, même pas de monitorage plus... et un manque de salles de réveil, alors que la première cause de décès chez des sujets, je dirais, jeunes en bonne santé à 1, c'était les accidents au réveil, un peu comme le jeune Farsa. Et la réponse du gouvernement a été des circulaires dont je rappelle qu'elles n'ont pas de valeur réglementaire. Hein, les règlements, ça s'arrête aux décrets ou aux arrêtés d'application des décrets, de sorte que l'effet n'a pas été magnifique. Par ailleurs, la SFAR venait d'être créée dans les années 81, donc elle va finalement s'approprier ce que faisait l'ASA depuis quelque temps, c'est-à-dire énoncer des bonnes pratiques, des recommandations, mais sans pouvoir maîtriser l'environnement, c'est-à-dire créer les salles de réveil ou faire acheter les respirateurs, de sorte que le bilan des circulaires a été insuffisant parce que les directeurs d'hôpitaux et de cliniques n'étaient pas obligés d'acheter ce matériel. Et les praticiens ont vu un risque de responsabilité augmenter puisque un des avocats qui défendait un patient voyait ce qu'il aurait fallu faire et donc il y a eu une bronca contre les recommandations de la SFAR à cette époque en disant mais qu'est-ce que c'est que ces intellos qui mettent la tête de l'anesthésie sur le bio. Autre élément contextuel dans les années 80, c'est l'affaire de Poitiers.
une jeune femme qui meurt en 84, dans un contexte de mésentente entre PH et chef de service. Le chef de service qui fait une anesthésie complexe, parce que tout le monde fait grève sur une intervention simple, il débranche le malade à la fin de l'anesthésie, il s'absente, et quand il revient du coup de fil, le malade est en arrêt cardiaque hypoxique, qu'il ne va pas récupérer. Et puis quelques heures après, il va montrer qu'il y avait une inversion des tuyaux oxygène et protoxyde d'azote. Et il va convoquer le lendemain une conférence de presse en disant « c'est un complot, on m'a saboté l'appareil, tout, etc. » Ce qui a été un scandale médiatique absolument retentissant. Et le procès, en assise, 4 ans plus tard, a montré que la thèse du complot ne tenait pas la route, relaxe, et bon, qu'un accident d'anesthésie apparaissait la seule explication. Au passage, je ne peux pas m'empêcher de penser que cette idée impensable de quelqu'un qui crée un empoisonnement pour créer des ennuis à un collègue, et invention pour éviter le pire, s'est transformé quelques années après à Besançon en l'inverse, c'est-à-dire la preuve qu'il y a bien eu un empoisonnement, un sabotage, avec la possibilité d'objectif d'ennuyer tel ou tel collègue. C'est-à-dire que l'idée folle trouver sa réalisation. En tout cas pour nous, les suites, c'est bon, quelques actions vers les chefs de service, il faut faire attention quand même un peu à qui était nommé, et on a pu constater que les matériels neufs, quand on les demandait, eh bien on les obtenait plus facilement. Parce qu'il apparaissait quand même que s'il y avait eu tout ce qu'il fallait, on n'aurait même pas pu imaginer ce scénario. Le comité de la sécurité de l'ASFA, lui, c'est très branché sur le matériel, je dirais jusqu'à ce que dans les années 90, et je vais y revenir après, les agences s'occupent de ça et pas la société savante. Contexte maintenant des années 90. Changement de décor, c'est pas chez nous que ça se passe, c'est l'affaire du sang contaminé. Et ça pour dire que ça se termine par petit a la condamnation à 3 ans de prison avec sursis de l'ancien directeur général de la santé et par fin de carrière politique de l'ancien Premier ministre et la ministre de la Santé. Ça laisse des traces dans les institutions. De telle sorte que, à ce moment-là, on remplace le conseiller ministériel qui dit c'est pas la peine de construire des salles de réveil, c'est pas la peine de demander au CNTS de faire des tests de dépistage. On va créer des agences, des hauts comités, AFSAPS, hauts comités de santé publique, qui sont plus transparents et, il faut bien reconnaître, vont servir de fusible au gouvernement. Dernier scandale sanitaire, finalement c'est le directeur de l'AFSAPS qui a sauté et pas le DGS qui est allé en prison, même avec sursis. Donc ça a été efficace. Deuxième élément du contexte, les dîners en ville. Le ministre Kouchner qui dit mais qu'est-ce que je pourrais faire pour laisser une trace encore, et il dînait en ville, c'était avec Geneviève Barrier qui dit la sécurité en anesthésie c'est bien, et puis il faut qu'il y ait des consultations, tout ça, pof, on missionne le haut comité de la santé publique, et à ce moment-là il y a un rapport qui va être remis. Cependant que du côté des disciplines, on n'a plus cette opposition en tout cas aussi forte, entre les universitaires et le privé, dans les CHU, PAP, PH. Il y a un rapprochement de l'ASFA avec les syndicats, avec Philippe Cherperel, il y a la création du collège, une ambiance qui a changé
Et donc le rapport est remis en novembre 1993, et la suite logique, vous la connaissez, c'est le décret du 5 décembre, du fait de l'échec des circulaires, mais quand même, c'est pas simplement parce que les circulaires avaient échoué, c'est pas simplement parce qu'il y avait un argumentaire béton dans le rapport que le décret est arrivé, c'est parce qu'il y a eu une campagne médiatique, les syndicats ont envoyé le rapport à tous les anesthésistes ainsi qu'à la presse, puis ont envoyé les caméras de télévision dans telle ville dont le ministre voulait être maire un peu plus tard, en disant celle dont il est le maire aujourd'hui, c'est demain. On a été appelé pour aller autour d'une table et discuter du décret. Donc l'idée c'est que la science, tout ça, c'est extrêmement important, mais mon image c'est celle de la pince. Il faut un argumentaire scientifique d'un côté qui bloque, mais de l'autre côté, il faut une menace qui donne de l'esprit aux décideurs. Et donc le décret a été publié après seulement un an. Et on connaît la suite. Après, il y a eu l'évaluation par les enquêtes SFAR-INSERM, d'abord sur l'activité, puis sur la mortalité, qui a permis de montrer que entre les deux enquêtes, eh bien, il y avait eu une mortalité divisée par 10, et les médias ont pu s'exprimer un peu différemment sur l'anesthésie, de manière un peu positive pour une fois. Plus important probablement encore, le changement de paradigme. Et on s'était axé sur le matériel, puis sur les techniques. Là, on dit, mais finalement, si les progrès ont été réalisés, c'est parce que l'anesthésie n'avait pas tant bougé que ça. Elle s'était stabilisée, permettant une normalisation des matériels, des procédures. Et par ailleurs, qu'est-ce que c'est quoi les oxymètres de pouls, les capnographes? Ce n'est pas des appareils qui sauvent, c'est des appareils qui permettent de récupérer des erreurs. Et le tout dans un contexte qui à l'époque était favorable de démographie. Cela dit, il ne faut pas s'imaginer que c'est parce qu'il y a eu le décret que la mortalité a baissé. J'ai retrouvé des éléments de la MACSF et du sous-médical autour de ces années-là, et on voit que la mortalité a baissé graduellement, hein, vous voyez, des années 89 aux années 98. Et après, je prends une autre compagnie d'assurance, là, cette fois-ci, pour qu'il n'y ait pas de jaloux. On voit que les assureurs qui ne sont pas des rêveurs continuent à ne pas augmenter les primes d'assurance des anesthésistes, alors qu'on voit qu'au fil des années, les primes d'assurance des chirurgiens viscéraux ont triplé, celles des gynécologues obstétriciens ont quintuplé, montrant que l'approche on va améliorer la sécurité, ça diminuera la pression sur nous, était la bonne. Alors que d'autres qui considèrent qu'il faut attaquer, au contraire, se défendre en justice, apparemment ce n'est pas exactement comme ça que ça marche. Alors, ça c'est la France. Aux États-Unis, au contraire, pas de centralisation, pas de décret, et les régulations sont faites par les compagnies d'assurance et les accréditations. Pour autant, vous voyez les résultats, entre 1975 et 1980, il y a bien une augmentation des plaintes et des réclamations, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'après, on parle de dérive à l'américaine, mais des dérives comme ça, j'en veux bien, hein, c'est une parfaite stabilité en dépit de l'augmentation vraisemblable du nombre des anesthésies. Et la part des décès et des états végétatifs a diminué, c'est-à-dire que non seulement c'est stable pour les réclamations, mais en plus elles sont moins graves. Et quand on regarde ce qui s'est passé
sur cet article de Chenet qui était publié la même année, enfin dans le même numéro que notre enquête, on voit que il y a un croisement de la courbe d'utilisation de l'oxymètre de pouls et du capno avec la baisse des événements d'ordre respiratoire. Donc on voit que la situation actuelle, avant de parler du futur avec Pierre, c'est des catastrophes de l'ordre de 10-5, ce qui nous permet de nous comparer avec d'autres systèmes, mais on voit que on change de paradigme, on va aller chercher chez d'autres, l'industrie, notamment aéronautique, les éléments de la sécurité. Et c'est les normes, c'est les cultures d'acteurs équivalents plutôt que de virtuoses, suivez mon regard, des procédures de récupération des erreurs. On ne se dit pas un bon professionnel ne fait pas d'erreur, on dit il n'y a qu'à attendre, il y en aura, qu'est-ce qu'on fait pour la détecter et éviter que ça devienne une catastrophe? Enfin, des analyses non culpabilisantes par RMM, positives des erreurs. Donc on voit, tiré d'un article de Lee pour une étude qui avait pris pratiquement la même méthodologie que nous, des certificats de décès, l'ordre de grandeur des décès dans les années 40, c'est 1 pour 1000, 70, 1 pour 10 000, 2000, 1 pour 100 000. Mais moi, je dirais que dans les années 40, les gens ils mouraient au bloc. Dans les années 70, ils mouraient en salle de réveil. Aujourd'hui, il n'y a plus d'arrêt cardiaque au bloc. On est obligé de faire l'exercice pompier pour que les gens sachent se servir d'un défibrillateur. Et autour des années 2000, une fois que cette question est réglée, il reste tout le périopératoire avec encore des progrès à faire. Donc on voit qu'on a assisté à un changement de culture et cet accompagnement mérite d'être poursuivi avec quelques petits problèmes sur lesquels je voudrais terminer. Donc, si on veut progresser, il faut sortir la seule vision de la discipline. Mon image est, si vous mettez des poubelles à l'entrée du bloc, il y a peu de chances que quelques mètres après, vous n'ayez plus de germes. Donc, si on travaille dans une ambiance désorganisée, sans culture du risque, nous, on aura beau être carré, nickel, faire checklist, on aura des ennuis, on sera embarqué là-dedans. Donc, il s'agit bien de sécuriser l'ensemble du système. Et quelques espoirs du côté de la checklist au bloc qui permettait de parler entre anesthésistes et chirurgiens, ça s'est trouvé un tout petit peu dévié. Mais en tout cas, l'analyse systémique, l'analyse des causes racines, RMM, reste aujourd'hui un des éléments de sécurisation avec des réflexions plus sur l'équipe que sur l'individu roi qui ne commet pas d'erreur. Alors malgré tout, pour terminer, il vous reste parler quelques pièges modernes. Oui, nous avons intérêt à normer, mais c'est à l'origine de ce que j'appelle l'effet réverbère. Vous savez, c'est le pochard qui cherche les clés sur le réverbère, on lui dit c'est là que tu les as perdues, il dit non, c'est là qu'il y a la lumière. Et c'est vrai que la norme produit de la lumière, ce qui fait qu'on peut voir le moindre petit écart. Alors que si vous n'avez pas de lumière, vous avez des écarts énormes, vous ne les voyez pas. Et donc on voit bien que ceux qui sont dans cette préoccupation-là, ils vont déclarer plus d'événements. Et le débit, les autres, ceux qui ne savent pas, vont dire ces gens-là travaillent mal, alors qu'en fait, c'est au contraire l'effet réverbère de la norme. Il faut garder ça bien présent en tête. Autre élément plus large, un peu sociologique, nous vivons dans un monde plutôt d'essence romaine. La culture, c'est qu'il y a l'empereur qui décide. Alors il peut être président de la République ou autre chose, il décide et c'est de plus en plus strict. Et comment on fait pour respirer? Entre nous, on fait en sorte de se mettre à l'abri et que l'empereur ne soit pas au courant. Le modèle anglo-saxon est bien différent puisque au contraire, on ne veut pas d'État et c'est à la corporation, c'est au groupe de se tenir. Donc là, la cohésion va être horizontale et la respiration va être plus verticale.
Donc là, on va avoir tendance à se raconter des histoires pour s'améliorer. Là, on va dire qu'il ne faut surtout pas lui dire. Le modèle totalitaire, vous connaissez, hein, c'est cohésion totale, respiration absente. Il y a des règles très très dures et tout le monde surveille tout le monde. Et pour le dire à la nomenclatura. Et puis, le modèle communautaire, c'est les règles varient d'un endroit à l'autre. Pourquoi je dis ça? C'est que nous, on a plutôt une habitude de modèle romain. Les règles dont je parle sont plutôt de type anglo-saxon. Et le problème, c'est que si on associe l'un à l'autre, on aboutit au modèle totalitaire qui peut aller jusqu'à la destruction. Et donc, la question que je pose dans cette progression, c'est où est la rigidité, où est la souplesse, où est-ce qu'on va respirer? Donc voilà, le modèle que je propose, c'est bien sûr qu'il faut des lois parfaitement strictes. Oui, il faut des règles interindividuelles strictes qui fait qu'on analyse les efforts, etc. Mais il faut savoir que les deux ne doivent pas être articulés. Et donc il faut savoir ce qu'on laisse dans les dossiers et ce qu'on écrit. Voilà, ma conclusion, c'est que la sécurité anesthésique reste un modèle dans le domaine médical, en grande partie parce qu'il n'y a pas eu de grande révolution. Hein. La chirurgie cardiaque, c'est plus comme avant, hein. D'ailleurs, il n'y en a plus. Ça se fait au monde des cathéters. Nous, on utilise toujours les mêmes techniques. Du fait aussi qu'on s'est approprié des apports théoriques en matière de sécurité qui viennent d'autres domaines, l'industrie, notamment l'industrie aéronautique. Aujourd'hui, il ne faut pas se raconter d'histoire, on a quand même des risques qui sont liés à la démographie, et donc on a une période un peu délicate à passer, et on a encore des améliorations possibles, notamment dans le domaine de la communication au sein des équipes. L'élargissement de la culture à d'autres, alors avec la direction qualité, est indispensable, mais il faut veiller à ce qu'elle se produise dans la bienveillance et sans articulation trop stricte. Voilà, vous avez compris que la méthode que je recommande n'est pas celle-ci, c'est celle-là. C'est-à-dire que, oui, on analyse ces petits défauts, mais vous aurez remarqué qu'il n'y a pas de voyeur. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, André.